signal, et merle, mon cœur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons. Le temps des cerises sifflera bien mieux, le merle, mon cœur. Radio sous pente, la station des Rapins, 100 fois sans loi, sans Corbett, l'émission à Racaille. Nous sommes le mardi 26 mars 2019 et nous allons consacrer la partie artistique de cette émission à une potière. Une potière vraiment pas tout à fait ordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui a son atelier dans les frigos à Paris, un ancien entrepôt géant où toute la bidoche des parigots tête de veau est entreposée et après distribuée, un petit peu comme Bercy qui est en face, où c'était tout le pinard pour les parigots qui étaient stockés et après distribués dans tout Paris. Voilà. Des adjoints au ventre de Paris qui étaient à ce moment-là les Halles de Paris qui ont maintenant déménagé à Rungis, comme maintenant Bercy n'existe plus en tant qu'entrepôt vinassier et le frigo n'existe plus en tant qu'entrepôt de bidoche. Voilà, j'ai tout dit. Ouais, mais plutôt pour accueillir des artistes. Ouais. Et notre potière s'appelle Marianne Koechlin et c'est l'arrière-petite-fille de Jules Grandjean et on avait interviewé sa maman récemment, Noémie Koechlin, pour une émission sur son grand-père Jules Grandjean. Oui, son grand-père qu'elle avait connu, attention, qui les avait plus ou moins pas élevés, mais avec qui ils entretenaient des rapports très étroits, justement, en allant dans sa maison de campagne à Boissy-Saint-Léger. Non, c'est vraiment un souvenir extraordinaire, cet entretien avec la petite fille de Grandjean. On était carrément au 19e siècle. Hein. Voilà. Et l'arrière-petite fille, c'est aussi passionnant que le discours ou la sensibilité de sa maman. Ouais, Marianne est une passionnée et elle nous a transmis sa passion pendant un long après-midi. Voilà. Et vous venez d'écouter Le Temps des Cerises du groupe Noir Désir, une habitude, hein, vous n'êtes pas choqués. Et nous allons essayer au cours de cette émission de porter un regard en marche sur là et dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Ma petite citation pour la route, la passion de créer fonde le projet de réalisation,
Là, ça c'est pour notre camarade Potière. La passion d'aimer fonde le projet de communication. Oh bah, elle est pas mal comme communicante aussi. La passion de jouer fonde le projet de participation. Ça, c'est avec son arrière-grand-père et sa maman que ça fonctionnait. Dissocier, par contre, ces trois projets renforcent l'unité répressive du pouvoir. Et c'est de Raoul Vaneigem, un il est toujours vivant, je pense, oui. Ouais. Et un situationniste qui était pote avec Debord, et ils sont un petit peu fâchouillés sur la fin. Ça arrive assez souvent, ce genre de choses. Ouais, donc vous pouvez nous joindre sur notre messagerie artracaille@orange.fr ou sur le répondeur de Radio Soupente au 01 41 20 96. L'insurgé, son vrai nom c'est l'homme qui n'est plus à la bête de somme, qui n'obéit qu'à la raison et qui marche avec confiance, car le soleil de la science se lève rouge à l'horizon. On peut le voir aux barricades, descendre avec les camarades, brillant, blaguant, risquant sa peau. Et sa prunelle décidée s'allume aux splendeurs de l'idée, au reflet pourpré du drapeau. Devant toi, misère sauvage, devant toi, faisant esclavage, l'insurgé se dresse, le fusil chargé. En combattant pour la commune, il savait que la terre est une, qu'on ne doit pas la diviser, que la nature est une source et le capital une bourse où tous ont le droit de puiser. Il revendique la machine, il ne veut plus courber les chines sous la vapeur en action, puisque l'exploiteur à ma rude fait instrument de servitude, un outil de la rédemption. Devant toi, misère sauvage, devant toi, faisant esclavage, l'insurgé se dresse, le fusil chargé. Contre la classe patronale, il fait la guerre sociale dont on ne verra pas la fin, tant qu'un seul pourra sur la sphère devenir riche sans rien faire, tant qu'un travailleur aura faim. À la bourgeoisie écœurante, il ne veut plus payer de rente. Combien de milliards tous les ans? C'est sur vous, c'est sur votre viande qu'on dépaisse un tel dividende. Ouvriers, mineurs, paysans. Devant toi, misère sauvage, devant toi, faisant esclavage, l'insurgé se dresse, le fusil chargé. C'était L'insurgé de Mouloudji. Ouais, une superbe chanson du 19e siècle qui évoque surtout la commune. Et on va tout de suite passer au gros de cette affaire, mon presse-papier, intitulé, pas cette fois-ci, c'est pas La Manif, mais c'était plutôt... des nouvelles armes. Oui, des nouvelles armes concernant, bon, ça concerne les manifs quand même, mais bon. Voilà, c'est des nouvelles armes pour le contrôle des manifs. Une émission d'un télévisuel qui s'appelle Quotidien, qui a lieu tous les soirs sur RMC. Bon, il y a
Ce qui est amusant dans cette émission, tout n'est pas vraiment exaltant, parce que c'est surtout, je pense, une émission faite pour les plus jeunes, mais il y a par contre un foutage de gueule des politiques extraordinaire qui rappelle un peu les guignols de Canal+, etc., avant que cet enfoiré de milliardaires là prennent le contrôle de cette station et suppriment tout ce qu'il y avait de rigolo dans cette station. Et là, c'est Yann Barthès, c'est un jeune homme qui travaillait évidemment du temps mythique de Canal+, voilà, et qui a pris, qui fait cette émission sur TMC, et on a vraiment l'impression d'être encore sur Canal+, lorsque cette émission parle des politiques. Voilà, et donc ils ont donné cette information. C'est des jeunes journalistes, très jeunes, hein, à peine des jeunes trentenaires, on dira, mais il y en a, je pense, des plus jeunes, voilà, et qui ont interviewé le fabricant de ces nouvelles armes pour le contrôle des manifs, et c'est assez glaçant. Et nous sommes en pleine science-fiction. Des drones qui embarquent des marqueurs qui pulvérisent sur la foule une brume qui se dépose sur les visages, sur la peau, sur les vêtements, etc. Et ces marqueurs contrôlent, si vous voulez, peuvent contrôler les positions géographiques où sont les manifestants à des moments précis, savoir si par exemple au Fouquet's, lors de son nettoyage de printemps, tel ou tel individu y participait au nettoyage de printemps. Vous voyez, ça n'a pas laissé grand-chose du Fouquet's, mais bon, ça nous fait plutôt marrer, nous. Les yeux crevés, les mains arrachées, les poumons brûlés par les gaz lacrymaux, les tabassages à 10 contre 1 allongés sur le bitume, les gardes à vue inhumaines et les jugements sur le tas sans avocat au fait d'un dossier. La liste est non exhaustive. Et aujourd'hui, ce que je viens d'énoncer, voilà, cette histoire de drones. Il y aurait 3 drones en prévision de ces nouveaux moyens de coercition. Le pouvoir ne sait plus à quel saint se vouer, comme disait ma grand-mère Camille, qui pratiquait assidûment messe, vêpres et toutes les fêtes religieuses du calendrier liturgique. L'armée aussi fait des gammes pour protéger les lieux stratégiques. Comme le Fouquet's, par exemple. Je me pose même pas la question, nous savons à quel point les politicards et autres suppôts du grand capital tiennent à la bonne tenue de leurs abreuvoirs de luxe. Aussi est-il grand temps que les manifs retrouvent leur parcours habituel de la République à la Nation, de la Bastille à la Nation, et peut-être aussi de la Nation, de la Bastille et de la République vers la gare de l'Est ou ailleurs, des choses où on tourne en rond, comme ma camarade me le rappelait l'autre jour. Partout dans les quartiers plus populaires que le sont les Champs-Élysées, là ça peut être éventuellement autorisé. Que la voilà la bonne idée. Pour une première fois que le peuple se faisait la plus belle avenue du monde, mais non les mecs, elle n'est pas à vous. Pour vous, les traînes savates, les crotteux, les bouseux, allez traîner vos guêtres salis, pourris, ailleurs, loin des grands hôtels, des enseignes de luxe, de tout ce beau linge qui n'aime pas l'odeur de la sueur du peuple. Et surtout, demandez l'autorisation de vos parents. Vous voyez, parce que c'est un peu comme à l'école, quoi. Il faut avoir un mot d'excuse de papa et de maman, ou un mot des parents, quoi. On ne se balade pas dans Paris, la plus belle ville du monde, une blonde en plus, sans permis de circuler sur des itinéraires approuvés et balisés par la commandanture de Pantrouche. Les commandantures. Ouais, ça rappelle des bons souvenirs. Sinon, pampan-cucu pour les contrevenants, les déviants, je dirais plutôt. Et les drones, prévus à cet effet, de faire leur boulot d'assassin, en compagnie des casqués bottés et outillés pour la mort des forces de l'ordre. Pour la mort que sont les forces de l'ordre. Il faut tout préciser. Si on nous fait un procès, il faut que ces choses soient quand même dites d'une manière correcte. On applaudit, s'il vous plaît, les nostalgiques de Maréchal, nous voilà, les accros du béret et de la baguette de pain, maqués au clacos et à la boutance de gros rouge des Corbières, le bon temps où ce qu'on pouvait se débarrasser d'un voisin, par une simple bafouille, de préférence anonyme, balancée aux arbalétriers du roi.
Merde alors. Pas de soucis les nostalgiques. Nous sommes sur le chemin de la route du retour à toutes ces bonnes vieilles pratiques de cassage de gueule de ceux qui aiment la liberté. Il faut faire confiance à votre ministre de l'Intérieur qui sait si bien se détendre et à votre président qui aime tant le ski alors que partout des travailleurs tombent sous les coups de botte de la répression. Maintenant, on y adjoint des drones, c'est mieux, et puis des saupoudrages d'une mixture dont on ne connaît pas les effets à long terme, mais qu'une jeune journaliste de cette émission Quotidien, dont cette journaliste de l'émission Quotidien s'est aspergé les mains et les vêtements, et quelques jours après, deux jours après s'être lavé les mains maintes et maintes fois, avec une lampe à infrarouge ou ultraviolet, je sais plus, on passe ça sur la main et on voit apparaître les petites taches de cette brume qu'on balance sur les manifestants. Et attends, il y a plusieurs sortes de brumes. Suivant les endroits où on est à tel ou tel moment de la manifestation, par exemple en train de faire le nettoyage du Fouquet's, on pourra savoir que tel manifestant était à ce moment-là au Fouquet's et donc les embastiller. C'est terrifiant. Parce que les policiers auront à leur disposition des moyens de savoir, comme on regarde avec cette lampe à ultraviolet, qu'on voit les traces sur les mains, eux, ils auront des outillages probablement semblables pour savoir à quel moment de la manif les manifestants étaient et si c'est des casseurs ou pas des casseurs. Voilà, tout simplement. Ah ouais, non, ça fait froid dans le dos. Ah oui, c'est glaçant. Ça fait froid dans le dos. Est-ce que vous avez bien tout compris parce que des fois, je bafouille un peu. Je mettrai le lien sur l'émission du quotidien pour que les auditeurs puissent visionner. Ça, c'est en tout début, je crois que c'est la première partie. Oui, c'est en tout début, la première partie. Ouais, parce que ça fait peur. Et en tout cas, quand on parle de répression, là, il y a cette septuagénaire là qui s'est fait malmenée par les forces de l'ordre et à qui Macron lui dit gentiment de ne pas foutre les pieds là où elle n'a pas à être. Quoi. Voilà. Parce qu'à partir d'un certain âge, on n'a plus le droit de manifester. Autrement, si on en prend sur la gueule, c'est bien fait pour nous. Voilà. Mais enfin, un CRS, il voit bien que c'est une dame, ou un CRS, un gendarme, n'importe qui, un garde mobile, je sais pas tout ce que vous voulez. S'il a une dame de plus de 70 ans en face de lui, il voit bien que c'est pas une minette, et il pourrait se retenir de lui foutre des coups de matraque sur la gueule. Mais non, ils voient pas, ils sont pas, c'est vrai qu'ils ont des casques, ils ont des protections qui les empêchent de voir sur qui ils tapent, probablement. Ouais, mais ça, on s'en était bien rendu compte dans les manifs pour la loi travail et tout, qu'en fait, il n'y a plus rien qui nous protège, on peut être âgé, on peut être jeune, les enfants, les personnes âgées, handicapées. Ils tapent sur tout ce qui bouge encore un peu, en tout cas. Ah ouais, non, c'est vraiment terrible. Et en plus, on apprend que, par exemple, le Fouquet's, et on aurait pu aussi empêcher que le Fouquet's se soit complètement détruit. Il y a un laisser-faire qui arrange probablement aussi le fait de pouvoir discréditer les gilets jaunes, montrer que cette violence. Enfin voilà, on est quand même dans du machiavélisme terrible. Oh oui, enfin c'est un truc ordinaire, parce que moi, toi, tu qualifies ça de machiavélisme. Bon, oui, c'est vrai, c'est le terme juste, mais je dirais plutôt que depuis que le pouvoir existe, il a toujours les mêmes pratiques. C'est pas récent, c'est pas nouveau, c'est pas Macron, c'est pas Philippe, c'est pas notre ministre de l'Intérieur qui adore se détendre dans les boîtes de nuit. Non, c'est depuis les Mérovingiens, les Capétiens, Rome, l'Égypte et tout, ça a toujours été la même chose, la même chanson. Ouais. Alors moi, une citation. Alors ma citation, c'est: quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors on saura que l'argent ne se mange pas. C'est un proverbe amérindien de Geronimo. Pourquoi? Alors moi, je vais parler de rébellion aussi, d'un collectif qui s'appelle Extinction Rébellion, qui sonne la révolte en France et qui vient d'arriver justement en France ce dimanche 24 mars. C'est arrivé à Paris. C'est un collectif qui est parti d'Angleterre et qui a pour objectif d'obliger le gouvernement, sous contrôle d'une assemblée citoyenne, à atteindre le niveau zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2025 et à stopper la destruction des écosystèmes. Alors ce collectif est principalement composé de militants qui se veulent plutôt non violents et pacifistes, mais
pas bénesse, c'est-à-dire que eux ils pensent que les marches pour le climat, tout ça c'est bien gentil, mais ça suffit pas, il faut quand même aller plus loin, il faut médiatiser. Donc ce sont des militants qui sont éventuellement prêts à aller en prison pour la cause qu'ils défendent. C'est pas une première, hein, des militants investis comme ça, on en a déjà eu quand on voit régulièrement, il y a eu des membres de Greenpeace qui ont été dans des centrales nucléaires pour montrer qu'il y avait des failles de sécurité, des faucheurs volontaires qui détruisent des champs de semences OGM, les habitants des ZAD qui manifestent aussi. Il y a eu régulièrement effectivement des militants qui se mettent en avant. Et donc ce collectif Rébellion, c'est part de l'idée de révolte contre donc cette inaction climatique et l'extinction des espèces, et qui vont brandir cette désobéissance civique comme principe fondateur associé à la non-violence, mais justement ce que je disais dans une perspective d'action plus radicale. Donc ils vont interpeller les politiques, c'est assez inédit. Ce sont principalement, il y a pas mal de jeunes, et ils sont partis d'Angleterre. Ce mouvement est parti d'Angleterre en octobre, je crois, 2018. Et c'est arrivé, en Angleterre, il y a eu une manifestation, il y avait eu un blocage de 5 ponts principaux à Londres le 18 novembre, qui est aussi la première date de manifestation des Gilets jaunes en France. Et ça s'est un peu décliné aussi dans l'Hexagone, mais il y a aussi des mouvements aux États-Unis, en Italie, en Allemagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande, enfin un peu partout. Et là, donc, le 24 mars, et donc hier, avant-hier, ils étaient place de la Bourse à Paris. Ils étaient plus de 2300. Ils étaient 700 actifs, et ils ont déjà 600 signataires à une tribune commune à paraître dans Libération. Alors ce groupe Extinction Rébellion, qui s'appelle XR aussi ici, exige déjà la reconnaissance de la gravité et de l'urgence des crises écologiques actuelles et une communication honnête sur le sujet, la réduction immédiate des effets de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone en 2025 grâce à une réduction de la consommation et une descente énergétique planifiée, l'arrêt immédiat de la destruction des écosystèmes océaniques et terrestres à l'origine d'une extinction massive du monde vivant, et la création d'une assemblée citoyenne donc chargée de décider des mesures à mettre en place pour atteindre ces objectifs et garante d'une transition juste et équitable. Après, voilà, il y a leur site, je mettrai le lien à leur site Extinction Rébellion qui détaille un petit peu tout ça. Il y a des gens connus qui sont dans ce collectif, comme Pablo Servigne justement, qui a beaucoup publié, qui a fait 3 livres autour de l'effondrement qui nous guette tous. Si vous voulez mourir de chagrin, allez-y, achetez-le. Alors des jeunes justement des jeunes ou des moins jeunes qui se mobilisent dans une forme de désobéissance civile, on a pu en voir récemment. Dans les mairies, il y a des groupes qui ont été dans les mairies et qui ont pris des portraits de Macron qu'ils ont décroché justement, des salles de mairie en disant que c'était sortons Macron, voilà, réquisitionné dans les mairies, et les autorités donc se sont mis en avant et ils ont été souvent même arrêtés, et je crois on veut les condamner pour vol en réunion, enfin oui, voilà, on va leur bien sûr. Tout ça c'est vrai. Toujours dans le même siècle. Voilà, en fait, pour eux, le fait de laisser un vide à la place du portrait de Macron incarne le vide de la politique climatique et sociale du gouvernement. Ouais. Donc, il y en a déjà 35 qui ont été inquiétés jusqu'à présent. Alors, il y a des maires qui sont d'accord, qui laissent faire. Bon, ils font ça très calmement. Ils ont des grands sacs qui mettent les tableaux les portraits de Macron dans leur tableau. Et en fait, j'ai vu qu'apparemment, il n'y a aucune obligation pour les mairies d'afficher le portrait du président. C'est un bon petit job pour les fabricants de photographies et de cadres et tout ça, parce que il y en a quand même plusieurs milliers qui sont vendus tous les ans. Enfin, pas tous les ans. À chaque élection présidentielle, c'est quand même un bon petit revenu, quoi. Ouais. Alors effectivement, selon les communes, par exemple à Cabestany, ça c'est dans les Pyrénées-Orientales, Jean Villa, donc c'est le maire, a vu débarquer un groupe accompagné de la presse et de la télé, et ce maire communiste dit voilà, ils m'ont expliqué la raison de leur venue, à savoir qu'ils réquisitionnaient le portrait du président pour dénoncer sa politique sociale et climatique, et il leur a immédiatement répondu qu'il leur confiait le portrait avec plaisir puisqu'il partage l'essentiel de leurs revendications.
À l'inverse, d'autres élus, par exemple, dénoncent une atteinte à un symbole de la République. Ça, ce sont des maires comme le maire du 1er arrondissement de Paris qui n'ont pas qui a pas la même couleur politique. Oui. Quoi. Et c'est une couleur de quoi? De gauche, de droite, de ce que tu pourrais dire? Socialiste peut-être. Voilà. Et d'ailleurs, ça c'est un article sur Reporter. Je mettrai aussi l'article en lien. Il y a quelques anecdotes. Donc, par exemple, on apprend qu'en 2007, à Sanaa c'est dans la Creuse, hein, c'est un petit village de 380 habitants. Et ben, les élus de Sanaa avaient refusé de suspendre le portrait de Nicolas Sarkozy, par exemple. C'est les Creusois. Ah ben, tiens, j'ai lu à propos de cette espèce de chose de Sarkozy là que c'était un grand pote à Viktor Orban. D'ailleurs, il y a eu des photos de lui récemment, là, cette semaine, où il rencontrait Viktor Orban en Hongrie, là. Et c'est vraiment des grands potes. C'est un grand soutien. Il adore Orban. On est stupéfait. Hein. Un grand démocrate comme Sarkozy, on comprend pas. Voilà, ben on souhaite du coup que tous ces collectifs fassent du boulot. Là, les liens sur les blogs permettent de les contacter. Il y a, sur le site de Extinction Rebellion, justement, il y a tous les événements à venir. Et donc voilà, on peut y participer, nous on pourra les relayer. Alors leur sigle, c'est un cercle avec un sablier stylisé à l'intérieur, en fait, qui représente la Terre et le décompte du temps qui nous reste. Voilà. Mais il ne reste pas beaucoup. Hein. Bon. C'est vachement sympa. Il ne reste que quelques minutes à ma vie, au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père, qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme des saisons, et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie, au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. Ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien, étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie, ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens, dans la panique on déclarait l'état d'urgence, quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite, pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages on lisait la détresse. Les gens ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim, comme tombent les mouches, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné, car il ne reste que quelques minutes à la vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité.
c'était Plus rien, interprété par les Cowboys Fringants. Oui, une chanson qui vous remet le moral au top niveau, si on peut dire. Enfin, un peu avant notre suicide collectif, hein, après le goûter. Bon. Oui, il y a un énorme gâteau à manger Oui, quand il y a même. un gâteau qui est super, mais on va d'abord manger le gâteau, puis après on verra.